Pour cette nouvelle étape de ma route des vins, cap sur l'hémisphère sud et la Nouvelle-Zélande, 2 îles et un archipel plantés aux confins du Pacifique. Avec moins d'1% du vignoble mondial, le vin néo-zélandais n'est qu'une goutte dans l'océan viticole. Mais qualité ne rime pas forcément avec quantité. Le pays est surtout connu pour les fameux All Blacks, les tatouages maoris ou la production de kiwis. Mais le vin est ici l'affaire d'une bande de passionnés qui détiennent peut-être un des secrets les mieux gardés de ce bout du monde. Je fais ma première escale à Auckland, au nord du pays. Une population cosmopolite, une architecture moderne et quelques terrasses baignées de soleil, voilà le cocktail idéal pour démarrer mon périple. Chaleureuse et résolument cool, Auckland mérite bien sa 3e place au palmarès des villes les plus agréables du monde. Pour mes premiers pas sur la route des vins, j'ai rendez-vous avec la journaliste Rebecca Gibbs, une Anglaise qui a choisi de s'installer à Auckland pour vivre sa passion. Œnologue avertie, elle écrit aujourd'hui pour les plus grands magazines internationaux et s'impose comme la référence critique en matière de vin en Nouvelle-Zélande. Je la retrouve en centre-ville, au sommet de la Sky Tower. Avec ses 328 mètres de hauteur, c'est le plus haut édifice de l'hémisphère sud. L'endroit est tout indiqué pour faire un premier tour d'horizon avec Rebecca, tout en profitant d'un point de vue unique sur la ville. Ah, ça c'est beau. Ah, je reconnais cette tignasse blonde. Bonjour, tu dois être Luna. Bonjour Rebecca. Bonjour, ravie de te voir enfin. Enchantée. Alors, qu'est-ce que t'as fait depuis que t'es arrivée en Nouvelle-Zélande? En fait, je viens juste d'arriver. C'est vraiment les premiers moments que je passe ici et ce sera aussi mon premier verre de vin. Qu'est-ce que tu bois? Tu sais que la Nouvelle-Zélande est célèbre pour son Sauvignon blanc et son Pinot noir. Eh bien, j'avais envie de te faire goûter autre chose. Je pensais te proposer du Riesling. Ah, ça en a la couleur, oui. Oui, c'est un Riesling provenant du Waipara et produit par Pegasus Bay. Et je trouve que c'est le meilleur Riesling de Nouvelle-Zélande. On y goûte? On dit santé, n'est-ce pas? Santé. En fait, hier soir, c'était mon premier dîner à Auckland et la serveuse m'a dit que les gens buvaient vraiment vite en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un fait culturel de boire rapidement en Nouvelle-Zélande. Ça vient de notre histoire. Jusqu'aux années 60, on avait le 6 o'clock swill. En fait, les gens sortaient de leur boulot à 17h et les bars fermaient à 18h. Tu comprends ce que je veux dire? Juste 1 heure pour boire, quoi. Oui, on commandait pas au bar. Les serveurs passaient directement aux tables pour servir les verres. Et les clients buvaient très vite. Aujourd'hui, nous développons la culture du vin, mais c'est en fait assez nouveau. Ça ne fait que 40 ans que nous produisons du vin de table, comme le Sauvignon blanc. Disons depuis le début des années 70. Avant, on buvait surtout de la bière parce qu'en Nouvelle-Zélande, les immigrants venaient principalement de Grande-Bretagne. Tandis qu'en Amérique du Nord et du Sud, il s'agissait surtout d'immigrants européens. Merci encore Rebecca, j'ai passé un moment formidable. Ça a été un plaisir. Excellent séjour en Nouvelle-Zélande. En tout cas, c'est un bon début. Quand je vois cette vue, que je sens cet arôme, que je goûte ce vin... Ah, je ne crois pas que les choses puissent être meilleures. Je crois que vous devriez remonter dans cet avion et recommencer toutes ces étapes. À la tienne. Autour d'Auckland, une quarantaine d'îles offrent de multiples choix de découvertes. Des ferries assurent tous les jours la navette et on peut à tout moment embarquer pour une journée au vert. L'occasion est trop belle. Ce matin, je laisse l'agitation du port derrière moi pour prendre le large. Sur les conseils de Rebecca, je navigue en direction de l'île de Waiheke, un
un bout de terre de 90 km² situé à une trentaine de minutes d'Auckland. L'île est réputée pour ses plantations d'oliviers et ses plages. Le calme des eaux attire les bateaux de plaisance. Cette douceur de vivre fait aussi le bonheur de quelques viticulteurs. Au début des années 80, des pionniers ont commencé à cultiver de la vigne pour un résultat plutôt concluant. Je pars à la rencontre de Nick Jones, le fondateur du domaine Mudbrick, qui a acquis une solide réputation. Plantés à flanc de coteaux, face à la mer, les vignobles ouvrent sur un magnifique panorama. Ici, Nick produit plus que du vin. Il soigne la vigne comme le jardin et cultive une certaine idée du bonheur. Bonjour, vous devez être Nick? Oui, c'est moi. Je suis Luna, ravie de vous rencontrer. Moi de même, bienvenue. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bienvenue au domaine de Mudbrick, à Waikiki. Merci beaucoup, c'est une très belle île et je trouve que la vue que nous avons d'ici est éblouissante. Une des plus belles que j'ai pu admirer en fait. C'est magnifique. Quelle chance! J'aimerais beaucoup vous faire visiter nos jardins. Vous m'accompagnez? Oui, bien sûr. En fait, vous mélangez les légumes et les plantes ornementales? Oui, à peu près tout dans ce jardin peut être mangé. Même les fleurs et les herbes. Tout ce qui est produit par les plantes. Et vous avez un endroit pour faire vos semis? Eh bien, par ici, nous avons une serre. Et nous en avons d'autres un peu plus loin dans le domaine. Ah d'accord, j'avais pas vu. Et vous avez de très jeunes vignes ici? Oui, ces vignes ont été replantées et elles ont 20 ans. C'est du pinot gris. Elles produiront du vin dans un an à peu près à cette période. Et 20 ans, c'est déjà suffisamment âgé pour... Oui. En fait, les vignes peuvent vivre 100 ans. Mais en matière de production, 20, 30 ans, c'est un très bon âge. Nous voulions simplement étudier ce cépage. Nous avions du Malbec par ici et nous voulions changer un peu. Ça marche bien ici, le Malbec? À Waikiki Island, le Malbec est principalement utilisé en assemblage. Vous ne produisez pas de pur Malbec? Nous l'avons fait une ou deux fois. Et bizarrement, il y a un certain nombre de gens qui souhaitent vraiment acheter du Malbec. Bien, et maintenant j'aimerais vous montrer nos plus vieilles vignes. Ces filets, c'est pour les oiseaux? Oui, des oiseaux nuisibles assez problématiques sur Waikiki Island. Nous avons pas mal de brousses. C'est une brousse indigène magnifique. Et nous aimons nos oiseaux, sauf quand ils mangent nos raisins. Et au lieu de leur tirer dessus et de les manger comme vous le faites en France... C'est une meilleure option, oui. Ah, parce qu'on tire sur les oiseaux, nous? Oui, peut-être, peut-être. Je l'ignore, mais notre solution consiste à poser des filets. Ça a un coût important, puisque nous couvrons environ 5 rangées à la fois. Et donc, nous avons une machine spéciale qui sert à installer ces filets, qu'il faut ensuite fixer au sol. On doit avoir une vue magnifique d'en haut de la colline. Vous savez, un peu plus haut, on a une vue exceptionnelle à 360 degrés, et elle est à couper le souffle. Je veux voir ça. C'est grandiose. Là-bas, vous avez la péninsule de Coromandel. Il y a tant de magnifiques endroits. Mais ne croyez-vous pas qu'il est temps que je vous invite à goûter un vin de Mudbrick? Je croyais que vous n'alliez jamais me le proposer. Oui, avec plaisir. Ok, parfait. Alors ce vin n'est pas produit tous les ans, n'est-ce pas? Non, ce vin est produit uniquement les années que nous trouvons exceptionnelles. Nous avons produit la première cuvée de Velvet en 2008.
On a ici une cuvée 2010. En 2011 et 2012, nous n'en avons pas fait. Donc nous espérons que le cépage 2013 donnera le prochain Velvet. Alors c'est un vrai privilège pour moi de le goûter. Absolument. Il mérite bien son nom. Quelle couleur. Les tanins sont assez présents, mais doux. C'est ça. Et il a une bonne longueur en bouche. C'est un beau vin, très bien fait. Vous avez vraiment développé l'œnotourisme ici? Parce que vous avez un restaurant, j'ai vu que les gens peuvent venir pour des dégustations. Est-ce que vous avez choisi ce domaine afin de mettre en place tout ça? Ou est-ce que vous avez choisi la vue par préférence personnelle et qu'ensuite vous vous êtes dit « Ah, c'est dommage, je devrais ouvrir un restaurant et inviter des gens ici » Oui, Mudbrick a vraiment évolué tout doucement. D'abord, nous nous sommes dit que nous voulions un vignoble à Waiheke, puisque nous avions vu le potentiel de cette nouvelle région. Ensuite, nous avons trouvé cette propriété et nous avons espéré pouvoir y cultiver des cépages. De toute façon, nous avions décidé de l'acheter comme elle était sensationnelle et belle. Aujourd'hui, c'est magnifique, mais ça l'était déjà lorsque nous sommes arrivés et qu'il n'y avait que des étendues d'herbe. C'était déjà magnifique. Et vous avez eu le coup de foudre, hein? Oui. Merci de m'avoir offert ce délicieux vin. Merci beaucoup, Nick. Santé. En quittant Nick, je reste sous le charme de l'harmonie qui unit ici la vigne, l'océan et la terre. La mer est omniprésente et ce n'est pas un hasard si Auckland est surnommée la cité des voiles. Sur les pontons, la ligne effilée des goélettes me tend les bras pour une visite de la baie. Bruce? Hi! Bonjour, je suis Luna. Bonjour, je suis Bruce. Alors on y est? Oui, c'est l'Arcturus. C'est une goélette. Quelle beauté! Elle est magnifique. Elle est ancienne, non? Elle est de 1930. Naviguer sur cette baie et toiser le pont d'Auckland est un rêve pour tous les passionnés de voile. C'est ici que se déroulaient les célèbres régates de l'America's Cup et je me laisse immanquablement prendre au jeu, grisée par la vitesse. Pourtant, il n'y a rien à gagner, rien de plus que le plaisir brut du vent et des embruns. Je quitte la baie d'Auckland pour reprendre ma route. Cap vers le sud en direction de Rotorua, la terre aux longs nuages blancs. La région compte quelques vignobles comme partout en Nouvelle-Zélande, mais elle est surtout connue pour son incroyable activité volcanique. La petite ville de Rotorua déroule l'atmosphère paisible des stations thermales et la culture maori n'est jamais loin. À quelques kilomètres de là, les forces telluriques sont à l'œuvre pour former d'incroyables tableaux de geysers, d'eau bouillonnante, de boue et de roches multicolores. Pour mieux contempler ce paysage, rien ne vaut la voix des airs. J'ai donc pris rendez-vous pour une virée en altitude, histoire de me rapprocher de ces longs nuages blancs issus de la mythologie maori. Hi! Hello, Luna! Tu es Angela? Oui, bienvenue. Ravie de te rencontrer. Moi aussi. Je te présente notre Cessna construit aux États-Unis. Où est-ce que je dois m'asseoir? Tu peux te mettre devant avec moi, Luna. Si tu veux, tu peux être ma copilote. Ok, et je pourrais faire ça? Tu verras les instructions sur le panneau. Ça veut dire défense de toucher, ok? Ok, je mettrai les mains derrière le dos.
d'avion, je découvre le mont Tarawera. À plus de 1000 mètres d'altitude, cet ancien volcan n'a plus connu d'éruption depuis 150 ans, mais il reste fascinant. La terre semble avoir été secouée comme un tapis et reposée telle qu'elle. La mer découpe la côte en une infinité de formes. Plus loin, ce décor chaotique laisse place à des plaines verdoyantes, des lacs bleus, verts et enfin aux eaux cristallines du Pacifique. De retour sur Terre, je termine ma journée dans les parcs, profitant de la douceur estivale. Réunis autour d'une même passion, hommes et femmes jouent au rugby jusqu'à la tombée du jour. Plus qu'un sport, le rugby est ici une religion, ce qui me renvoie inévitablement à la culture maori. Et c'est face au soleil couchant que je me projette déjà à demain, où j'ai prévu de me confronter au haka, cette danse traditionnelle qui représente l'âme guerrière des Maoris. Tiki? Je suis Luna, bonjour. Bonjour Luna. Enchantée. Oui, magnifique, parfait. Je suis très impressionnée. Bienvenue à Rotorua. C'est fantastique Luna. On aura une belle journée aujourd'hui, je le sens. Et je suis très heureux de pouvoir vous enseigner un des éléments les plus importants de notre culture. C'est le haka. Et vous aurez l'occasion de ressentir le haka au fond de vous. Ce sera notre leçon aujourd'hui. Et donc, c'est pour nous un privilège de venir vous enseigner cela. Alors, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Magnifique. Nous allons vous enseigner Kamate Kamate. C'est le haka des célèbres All Blacks. C'est celui qui a réellement dévoilé la Nouvelle-Zélande au monde. Les All Blacks l'ont rendu célèbre. Et nous essaierons de vous enseigner cette danse. Voilà ce que nous ferons. Nous allons commencer maintenant. Il y a quelques mots qu'il faut apprendre à prononcer. Répétez après moi. Kamate Kamate Kaora Kaora. Vous êtes prêtes? Kamate, kamate, kaora, kaora. Kamate, kamate, kaora, kaora. Kamate, kamate, kaora, kaora. Kamate, kamate, kaora, kaora. Tēnei te tangata puhuruhuru. Tēnei te tangata puhuruhuru. Nāna itiki mai whakawhiti tērā. J'ai trébuché sur le itikimai, pardon. Upane, 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 kopane, fititera. Hey, upane, upane. Ramenez vos mains ici et on ne fait pas le waka. Simplement, fititera. Et ensuite, hey. C'est tout. Maintenant initié, Tiki m'emmène en pleine nature pour vivre pleinement l'esprit du haka.
Le haka est une étonnante expérience physique et spirituelle. Ressourcée, je reprends ma route des vins sur la côte Est, vers Hawke's Bay, la seconde région de production viticole du pays. Les premières vignes ont été plantées il y a plus d'1 siècle, mais à Elephant Hill, elles ont à peine 10 ans. Ce domaine futuriste est né de 3 passions, le vin, l'architecture et l'art moderne. Je pars rencontrer Steve Skinner, le maître de chai, déjà conquise par le site, et curieuse de voir si cette élégance se retrouve dans son vin. Bonjour. Bonjour, Lequel de vous deux est Steve? c'est moi. Ah, c'est vous, enchanté. Voici Jack, mon assistant œnologue. Bonjour, je suis Luna. Comment se passe votre séjour? Fantastique, c'est un pays impressionnant. Bienvenue à Hawke's Bay. Merci. En arrivant, j'ai trouvé le paysage tellement beau, c'est vraiment incroyable. Oui, jusque-là, nous sommes chanceux. On a eu une saison très ensoleillée et chaude, et tout à fait propice à la cuvée 2013. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Que faisiez-vous à l'instant? Nous procédons actuellement à l'assemblage de notre Pinot Noir 2012. Et Jack s'active à sortir le Pinot Noir de la barrique. Et je vois que vous avez 2 différents types de cuves, en bois et en inox. Oui, nous avons la chance de pouvoir utiliser ces 2 types de cuves très modernes, qui ont un système de chauffage et de refroidissement. L'architecte y a passé beaucoup de temps, et il avait tout ce bâtiment à sa disposition. Nous les utilisons pour les vins blancs, pour la fermentation et l'entreposage. Les cuves en bois proviennent de Bourgogne, et elles sont très traditionnelles. Vous avez dû en voir pendant vos voyages. Oui, c'est chez moi. Nous les utilisons pour la Syrah et le Pinot Noir. Et nous avons une excellente fermentation dans ces cuves. Voilà. Vous voulez voir le vignoble? Bien sûr, avec plaisir. Ok, c'est par là. Le vignoble couvre 25 hectares en bord de mer sur une côte surnommée la Riviera. Le cadre est idéal pour les cépages de Chardonnay, Sauvignon blanc, Viognier et Shiraz, choyés toute l'année par Steve. Voici le vignoble où nous cultivons le Sauvignon blanc. Il se situe évidemment très près de l'océan et sur des sols très rocailleux qui permettent un bon drainage. Ces vignes ont naturellement un faible rendement. Souvent, dans d'autres vignobles, il faut enlever une partie des fruits afin que la vigne soit mieux équilibrée. Mais ici, c'est un cépage très spécial qui nous sert à produire le Sauvignon blanc en réserve. Comme vous voyez, le fruit commence à ramollir. Ça a commencé depuis 2 ou 3 jours. Et nous approchons donc du début de la véraison où nous verrons un changement avec l'apparition d'une couleur dorée. Ça indique normalement que nous sommes à 4 semaines de la récolte. 4 semaines, d'accord. Dans moins de 2 semaines, nous commencerons à arpenter le vignoble et goûter au raisin. Nous commencerons à vérifier ce qui se passe au niveau du goût. Si ça vous dit, j'aimerais vous montrer la salle très spéciale que nous avons en bas pour la dégustation de notre Syrah. Ah, génial, j'adorerais, oui. Luna, voici notre cave souterraine, qui est, comme vous pouvez le voir, conçue par un architecte. Oui, c'est très moderne. Même si on a l'ambiance du vieux monde, il y a 1600 tonnes de ciment au-dessus de nous. 1600. C'est le système de refroidissement. Nous voulions maintenir une température ambiante fraîche et agréable, qui permettrait à nos vins rouges de vieillir en barrique. Mais nous ne souhaitions pas d'air conditionné et de bruit. Donc, nous avons injecté du glycol dans le plafond, refroidissant ainsi 1600 tonnes de ciment. Et la température est donc très très stable. Et ici, c'est la vinothèque? Oui, c'est une construction que nous avons rajoutée l'an passé, qui nous permet d'entreposer nos précédentes cuvées. C'est très agréable d'avoir à disposition plusieurs cuvées du même cépage pour des dégustations et pour des présentations aux journalistes et à nos clients. Voici notre salle de dégustation. C'est une très belle pièce. Nous l'utilisons pour des réceptions privées et pour nos invités et journalistes. Donc vous êtes la bienvenue. Je voulais vous présenter la Syrah 2010, puisque la Syrah est le cépage que nous cultivons le plus sur ce domaine.
La Syrah, c'est ce qui marche le mieux ici? C'est le cépage qui, à notre avis, marche le mieux. Il est typiquement épicé, très élégant. Pas le cépage opulent que vous pouvez trouver en Australie. Il a des saveurs plus souples. On essaie de faire un vin qui est dans la lignée des vins du nord du Rhône, contrairement à ce que font nos collègues australiens, de l'autre côté de la mer de Tasman. Un vin riche, épicé, fruité, avec une faible teneur en alcool. Il est très fruité. On sent bien les épices douces. En effet, il y a un peu de cannelle, une touche de muscade et des arômes de poivre noir. Du poivre noir, absolument. Pourquoi ne pas remonter et nous asseoir? Oui, je pourrais voir l'océan de là-haut? Absolument. C'est ça que je veux. Wow. Une vue époustouflante, n'est-ce pas? Ah, c'est magnifique. Par ici, c'est Cape Kidnappers. Le vent marin ramène bien sûr du sel, mais de manière très localisée, à peu près sur les 2 dernières parcelles de vignes. Et comme les sols rocailleux favorisent le drainage, alors le sel... Il s'écoule. Oui. La prochaine saison de pluie aide à laver tout le sel du raisin en l'évacuant par le sol. Et nous n'avons jamais remarqué de salinité dans le jus ou dans les raisins. Well, cheers. Santé. Et merci beaucoup. Merci. Pour ce très bon vin, pour cette vue extraordinaire et ce moment très agréable. Bon séjour à Hawke's Bay. Thanks. Cheers. Je quitte Elephant Hill pour prendre la direction du sud de l'île à Wellington. La capitale de la Nouvelle-Zélande est la capitale nationale la plus australe du monde. Rien d'hostile pour autant, la ville se trouve au cœur d'une baie entourée de collines boisées. Je retrouve dans les rues l'ambiance décontractée typique de la Nouvelle-Zélande. Les habitants affichent ici une bonne humeur plutôt communicative. Les nombreux cafés, boutiques et promenades au bord de l'eau invitent à flâner et à profiter de l'été. Le petit funiculaire de Wellington relie chaque jour, depuis plus de 100 ans, le centre-ville aux banlieues qui occupent les hauteurs. À flanc de colline, les maisons colorées donnent à la capitale des airs de village. Tout en haut, la vue sur la baie est à couper le souffle. Cette découverte de la ville m'a mise en appétit. Je profite de la réputation gastronomique de Wellington pour me rendre à l'Arbitrageur retrouver le chef Chris Green. Sa cuisine inventive et sa cave à vin dotée de 450 références ont fait de ce restaurant la meilleure table de la ville. Hello. Bonjour, je suis Luna. J'ai rendez-vous avec Chris Green. Est-ce qu'il est là? And is he ready to meet me? Bien sûr. Okay. Chef. Hello. Hi, I'm Luna. hello. Bienvenue. Comment allez-vous? Bienvenue en Nouvelle-Zélande. Thank you. Well, thank Merci you so beaucoup. much. Vous vivez dans un pays magnifique. Hein. Merci. And your Et on m'a dit que vos food plats is sont à said se to damner. be, to die for. C'est bon de l'entendre. Je vais en préparer un pour vous aujourd'hui. Oh yeah. Ah I'm oui, so j'ai eager très to envie try de it. goûter. Suivez-moi. Okay, let's go. Allons-y. C'est par ici. Faites attention. Thank you. Vous connaissez ce gentleman? Oui. So, what Alors, are quel you plat gonna est-ce que vous allez préparer? Nous avons un plat merveilleux en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Kaiwana. Kai veut dire nourriture et wana veut dire la mer. Donc c'est la nourriture de la mer. Yes. Alors voici le pawa. P-A-U-A. Okay, Pawa. Pawa, oui. That's a big C'est shell. un gros coquillage. Hein. Et celui-ci, on l'a fait braiser tout doucement. Et alors ça, ce sont des white bay. Regardez. Ce sont comme des sortes... Des mini-anguilles. Voilà, c'est ça. C'est un plat très simple. So you prepared Et the vous avez tomatoes préparé with, des tomates some avec de l'huile oil? d'olive? De l'huile, un peu d'ail, Du thym? du thym, c'est ça. Oui, ça y ressemble.
Je pose les tomates autour de mon cercle. Qu'est-ce que c'est? C'est juste de la salade de cresson. De l'huile d'olive et du poivre? Oui, que je mets dessus comme ça avec un petit peu de sel après. J'adore voir les chefs travailler, la manière dont vous faites les choses. C'est vraiment rapide. Un peu de sauce gribiche. Sauce gribiche? C'est tellement français. J'y ai passé un peu de temps. Ma femme est diplomate et nous avons vécu à Genève pendant 3 ans. Vous connaissez donc bien le vieux continent. Oui. Ça, c'est une variante de la pomme allumette. C'est un peu plus fin. Ah, c'est de la pomme de terre? Oui, de la pomme de terre finement râpée et frite. C'est ce qui lui donne le croquant. Maintenant, on va prendre le pawa. Vous la tranchez très finement. Un petit peu de beurre. Beurre et huile, les deux. Absolument. Vous voyez le pawa? Ah, ça a déjà l'air délicieux. Et donc vous le retournez Comme ça. des deux côtés. Et ensuite vous mettez les mini-anguilles. Les whitebait. Whitebait, chez moi on dit les pibales. Elles vont cuire très très vite. Ah oui, ça devient blanc tout de suite. Ça passe de transparent à blanc. Un peu de citron. Ah oui, il faut que ce soit aussi beau que bon. Le goût est encore meilleur que l'aspect. Ah, j'en suis sûre. Ça sent déjà tellement bon. Je déguste avec le nez. Maintenant, on va refaire un autre étage comme tout à l'heure. D'abord de la sauce gribiche. Et puis les petites pommes allumettes. Un peu plus de pommes de terre? Ça donne du volume à tout ça. On enlève le cercle. Et voilà. On va ajouter un petit peu de sauce. C'est quoi cette sauce? Cette sauce que je rajoute là, c'est simplement une réduction du jus de cuisson du pawa de tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais ajouter un petit peu. Donc ça a déjà un goût de crustacé. Et nous allons finir avec une magnifique huile d'olive de Martinborough. Ça vient de Martinborough? Oui. Un bon produit local. La touche finale. Et voici notre salade kaiwana. Ouh, ça a l'air délicieux. Il vous reste plus qu'à goûter. On peut s'installer au bar? Si vous voulez. Allez, on y va. Je vous suis. Ah, ça c'est le meilleur moment de la journée, Chris. Ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'on boit avec ça? Je vous propose un Grey Wakey, un Sauvignon blanc de 2010. Ça veut dire quoi la mention wild? Wild, ça veut dire sauvage. C'est en raison du mode de fermentation avec des levures indigènes. Ça vient de la winery de Kevin Judd. Son nom est célèbre. Il était associé au domaine de Cloudy Bay. Il travaillait là-bas? Oui, c'était l'œnologue. Maintenant, il est parti et a ouvert son propre domaine qui s'appelle Grey Wakey. Donc, si vous voulez bien, essayons. Thank you. Thank you. Oh, beautiful. Superbe. Il a des arômes tropicaux et la pêche. Oui. Et vous verrez, il va venir contrebalancer avec la sauce gribiche et la réduction de jus de cuisson que nous avons ajoutée à la fin. C'est tellement bon. L'été sur une assiette. C'est tellement bon parce que je sens le croquant. La tomate qui est tellement explosive. Elle est tellement sucrée, cette tomate. Vous avez la terre et la mer qui se rejoignent dans l'assiette. Exactement. Et la consistance du coquillage. Et les pibales qui sont tellement douces. À la vôtre, Chris.
Merci d'être venu. J'étais ravie. Je vous souhaite un très bon séjour, très enrichissant. Merci beaucoup. Je laisse Chris à ses délicieux talents, conquise par ce doux mélange entre cuisine de la mer et vin du littoral. Je poursuis à présent mon voyage vers la deuxième grande île de la Nouvelle-Zélande. Toutes les personnes croisées sur ma route m'ont parlé de cette traversée entre les deux grandes îles du pays comme 3h30 de pure magie. Et je ne suis pas déçue, le décor est magnifique. La côte montagneuse se redessine à chaque instant, offrant en permanence de nouveaux points de vue. Les Marlborough Sounds, un chapelet d'îles, dévoilent des fjords majestueux et m'invitent à imaginer de nouveaux chemins de découverte. Au bout de cette traversée, la petite ville de Picton sera ma porte d'entrée vers la Marlborough Valley, la région viticole la plus prestigieuse du pays. Personne n'aurait parié sur un tel succès en 1973 lorsqu'on y planta les premières vignes. Il est temps d'en savoir un peu plus sur ce fulgurant succès. Pour la première fois depuis le début de ma route des vins, la pluie s'invite à mon voyage. J'y vois surtout un clin d'œil du destin alors que je suis en route pour Cloudy Bay, littéralement la baie nuageuse, sans doute le domaine le plus renommé de la Marlborough Valley. Pour de nombreux critiques, Cloudy Bay propose le meilleur Sauvignon blanc au monde, un vin particulièrement aromatique et vif qui a donné ses lettres de noblesse à l'ensemble de la région. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Tim Heath, le maître de chai, pour découvrir ce domaine d'exception. Excusez-moi. Hi. Bonjour Luna, ravi de vous voir. Enchantée, comment allez-vous? Enchanté, ça va bien. J'ai eu un peu peur ce matin, mais il ne pleut pas vraiment. Vous êtes toujours partant? Oui, c'est pas trop mal. Un jour nuageux à Cloudy Bay. Mais ça devrait être encore agréable dehors. Nous pouvons faire une visite. Que souhaitez-vous voir? Tout en fait. J'aimerais voir les vignes de Sauvignon blanc, puisque vous êtes réputé pour les Sauvignons blancs. J'aimerais voir votre chai. En fait, tout ce que vous voudrez me montrer. Ok, alors pourquoi ne pas commencer par le vignoble pendant qu'il ne pleut pas? Super idée. Ah, c'est un bel endroit. Tout l'art de produire du vin consiste à retrouver les saveurs du vignoble. Et donc nous vendangeons pendant la nuit. Et après avoir pressé le raisin, nous privilégions la fermentation à des températures assez fraîches. Ça conserve tous les arômes issus du vignoble. L'autre élément est une fermentation dans des cuves en acier inoxydable plutôt que des cuves en bois. Oui, ce qui contribue à garder le vin frais et dévoile le caractère du vignoble. Oui, pas d'arôme boisé. Donc cette parcelle se trouve en plein milieu de la vallée. Quelle est la différence entre les vignes qui sont cultivées sur le flanc de la colline et celles qui se trouvent au milieu de la vallée? En fait, la plus grande différence entre ces deux terroirs se situe au niveau du type de sol. Ici, les sols sont plus récents et proviennent des dépôts de la rivière qui est juste au nord. Ce sont des sols bien drainés qui sont excellents pour le Sauvignon blanc, qui est un cépage assez vigoureux. Donc ça le freine un peu. Oui, ça freine la croissance de la vigne et ça fait qu'elle se concentrera sur la maturité des fruits. De l'autre côté de la vallée, en flanc de colline, les sols tendent à être un peu plus argileux. Et avec le temps, nous avons trouvé que le pinot noir convenait mieux de ce côté-là de la vallée. Très intéressant.
Donc voici le vignoble. Maintenant, Luna, je vous propose de venir voir la cave Avec plaisir, oui. et visiter la winery. Est-ce que les numéros sur les cuves correspondent à des numéros de parcelles? Non, ce sont juste des numéros de cuve, mais c'est une bonne question. Dans chaque cuve, nous mettons un cépage provenant d'un vignoble spécifique, que nous vinifions séparément durant tout le processus. Ok. Ok Luna, nous avons parlé un peu du Sauvignon blanc de Cloudy Bay. Nous préparons en fait deux Sauvignons. Et celui que nous allons déguster a fermenté dans des barriques de chêne français plutôt qu'en acier inoxydable. Et c'est donc un style complètement différent de celui dont on parlait tout à l'heure. Le vin fruité dont nous parlions, oui. Oui, exactement. Et nous produisons ce vin depuis 1996. C'est le thé coco, qui est le terme maori pour Cloudy Bay. 1996, ça veut dire que vous avez commencé à en produire avant la version fruitée. Oui, exact. C'est venu après. Et c'est le résultat de notre envie d'appliquer certaines méthodes de vinification du vieux continent aux fruits de notre nouveau monde. Et ça a donné un vin dont les arômes et les saveurs étaient différents. Et à la place d'arômes d'herbes grasses, de fruits de la passion et de citron vert, nous obtenons des arômes comme la nectarine, les fruits à noyaux, de fleurs blanches comme le chèvrefeuille, une touche d'épices et plutôt un arôme d'herbes séchées que d'herbes fraîches. Mais à mes yeux, la grande différence se ressent au niveau du palais. C'est un vin bien structuré, il est assez ample et riche. Oui, il tapisse vraiment le palais. Oui, absolument. Est-ce que vos raisins proviennent tous de votre propre vignoble ou est-ce que vous achetez du raisin à d'autres producteurs? Oui, bonne question. Nous avons nos vignobles et en plus de cela, nous avons des producteurs qui nous fournissent du raisin depuis longtemps. Une autre chose peu connue à propos de Cloudy Bay, c'est qu'en 1955, lorsque nous avons produit notre première cuvée, nos vignobles ne portaient pas encore de fruits et tout le raisin provenait d'autres producteurs. Et en quelque sorte, ces producteurs font toujours partie de notre domaine. Comme une famille. Santé. À présent, je dois repartir travailler. Je suis un homme assez occupé. Mais vous êtes venu à un bon moment. Nous aurons quelques visiteurs bientôt pour la visite du chai. Et si vous le souhaitez, vous pouvez les rejoindre pour une dégustation de notre gamme. Ah oui, ce serait génial. Parfait. Fantastique. Très bien, je vous montre où ça se passe. Déguster un Sauvignon blanc à Cloudy Bay est un privilège rare. Studieuse, je reprends mes gammes lors des dégustations de groupe, histoire de prolonger ce délicieux moment. Combien d'entre vous ont déjà goûté au Sauvignon blanc de Cloudy Bay? Il aura finalement suffi de quitter Cloudy Bay pour retrouver le beau temps. Le long de la route, les vignes défilent, bordées par les montagnes. Les vignobles de la Marlborough Valley représentent aujourd'hui 62% de la surface viticole de la Nouvelle-Zélande, en tout juste 40 ans d'existence. Mais loin des grosses productions multinationales du vin, les exploitations gardent ici une taille humaine. Le domaine Cérésine est sans doute un de ceux qui a poussé le plus loin la philosophie d'un équilibre nécessaire entre le vin et la nature. Pour Colin Ross, viticulteur,
le domaine viticole est avant tout une ferme biodynamique où on s'occupe aussi bien de tailler les vignes que de traire les vaches, le tout à la main bien sûr. Et pour parler de son vignoble, Colin présente d'abord son potager situé au milieu des rangées de vignes. Vous avez des haricots, des courgettes, des navets. Nous produisons 5 tonnes de pommes de terre. 5 tonnes? Qui mange toutes ces pommes de terre? Oh, il y a 20 familles qui tirent leurs revenus de ce domaine. Et nous accueillons aussi des invités. Une ferme a besoin de gens pour la faire vivre. Pour faire du vin, il nous faut des gens qui ont la passion de la terre. Et un des meilleurs moyens de susciter cette passion, cette compréhension et ce lien, c'est de les nourrir avec les produits de cette même terre. Manger les produits de leur propre terre, je comprends. Oui, parce qu'il se crée un lien lorsqu'on récolte le produit de ses efforts. Et puis on réinvestit tout ça dans les vignes. Absolument. L'être humain a petit à petit été écarté du paysage agricole. Et c'est vital que nous sentions de nouveau que l'agriculture est un plaisir. Maintenant, nous allons pulvériser du compost sur l'ensemble du vignoble avec Bill. Il n'y a pas beaucoup d'engins de ce type dans le monde. Je me demande même s'il n'y en a pas qu'un. Luna, je vous retrouverai après les pulvérisations à la winery. Ok. Ce domaine atypique n'a pas fini de me surprendre. L'épandage des sols à base de préparation naturelle, une des étapes clés de la culture biodynamique, prend l'allure tranquille d'une balade champêtre. Merci beaucoup, c'était formidable. Alors, comment ça s'est passé? Ah, c'était génial. C'est une manière différente de s'occuper de la terre, non? Absolument, ça semble tellement naturel de le faire de cette manière. Et puis plus personne ne le fait comme ça maintenant, c'est dommage. Ça paraît tellement évident. C'est vrai. Nous voici maintenant à la winery. Tous les éléments convergent ici et je tenais à vous montrer comment nous faisons notre vin. Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Clive. Enchanté. Ravi. Si vous avez un moment, je pensais qu'on pourrait visiter la cave et vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Avec plaisir. Profitez de votre visite avec Clive et je vous retrouverai tout à l'heure pour le déjeuner. Super, à tout à l'heure, Colin. En compagnie de Clive Dougal, je découvre un chai à l'image du domaine, chaleureux et sans artifice. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, Luna, mais tout là-haut, si on recule un peu, on pourra mieux voir. Sur le mur, là, vous pouvez voir les empreintes des mains et les noms de tous les gens qui ont travaillé ici pour les vendanges. Et vous savez, ça leur donne le sentiment d'appartenir à ce lieu. Vous pouvez voir toutes les cuvées au fur et à mesure de leur production. Ah, c'est bien, c'est un bel esprit. Tout tourne autour de la famille, comme vous me l'expliquiez. Merci beaucoup, Clive, pour cette visite très intéressante. C'était un vrai plaisir pour moi aussi, vraiment. Vous avez sûrement très soif maintenant. Allons déguster un peu de vin. Nous avons préparé un déjeuner et nous pourrons nous asseoir à l'ombre des oliviers. C'est le moment que je préfère. Oui, je sais, à vrai dire, c'est pareil pour moi. Magnifique, sous les oliviers. Sous les oliviers. Hey, salut les amis. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Tiens, venez, asseyez-vous là. On y est, merveilleux. Bonjour, comment ça va? Tout ça a l'air super, Marcia, merci. Ah, du vrai fromage. Oui, ça l'est, n'est-ce pas? Ça sent, vous pouvez... On goûte un peu de vin? Absolument. Du Memento, ça vous dit? Ça semble parfait. Oui, ok. Voici notre Riesling Memento. Un vin parfait pour le déjeuner. Oui, je pense que par ce temps, ça sera parfait. Santé. Santé. À la vôtre. C'est un vin tellement rafraîchissant, je trouve. Nous l'appelons Anytime Wine, car on peut le boire à toute heure. Certains disent que c'est un vin de petit déjeuner. Et j'aimerais savoir, vous qui avez travaillé dans d'autres vignobles et qui avez vu comment ça fonctionnait quand on n'utilise pas la biodynamie, quelle différence vous éprouvez avec le fait d'être dans un lieu qui utilise la biodynamie, qui a même la certification Déméter, qui est très sérieuse?
Je pense que ça rassemble tous les éléments de ce que les Français appellent terroir. Vous savez, on croit généralement que le terroir représente un lieu. Mais les gens sont une grande composante du terroir. Ça fait un peu cliché, mais je ne trouve pas de meilleure formulation. Je pense que ça vous permet de produire des crus qui représentent un lieu, mais également une année et des gens, et tout ce genre de choses. Et la biodynamique a une composante sociale à laquelle les gens ne pensent pas forcément. Ils pensent aux vaches et aux charrues, à ce genre de choses. Et en fait, c'est beaucoup plus profond. Ce n'est qu'une toute petite composante. Je ne veux pas dire que les gens suivent une tendance ou tout simplement des règles. C'est plutôt une philosophie qui vous pénètre et qui relie les gens à la terre. Et vous savez, quiconque travaille ici ressent qu'il fait désormais partie de cette terre. Et je pense que c'est ce dont il s'agit. Il s'agit de remettre l'esprit dans la terre, et lorsque vous y arrivez, vous pouvez vraiment faire un vin qui raconte une histoire. Et on devrait y goûter. Je le vois qui attend là, et j'espère qu'il est assez frais. Merci, Colin. C'est en fait un état d'esprit assez unique à Marlborough. Ça se situe notamment dans la production du vin et de la viticulture. Nous vendangeons 100% à la main. Et pour la fermentation, nous n'utilisons que des levures provenant de notre vignoble. Nous faisons un assemblage d'un peu de sémillon et de quelques vins en barrique. C'est en fait un assemblage de 25 vins différents. Et le Marlborough de référence est légèrement différent. Ah, c'est beau. Nous essayons de faire un Sauvignon blanc bien structuré, comme nous l'aimons. Voici pour vous. Santé. Les arômes sont extraordinaires. À la vôtre. Et un grand merci pour m'avoir accueilli et pour m'avoir montré tout ça. C'était vraiment très intéressant. Vous êtes la bienvenue. Ma route des vins en Nouvelle-Zélande prend fin ici, face à la beauté impressionnante de ces paysages. Il existe ici une alchimie unique entre une terre en fusion et une douceur de vivre, comme les deux faces d'un même pays. Je repense à la force brute du haka et à tous ces gens croisés sur mon chemin, à leur bonheur simple de vivre pour leur passion du vin. Tout semble ici se faire dans le bon tempo, en respectant le rythme des hommes et de la nature. Il est peut-être là finalement le secret, dans cette délicate harmonie. Au bout de mon voyage, j'ai atteint mon but. Je peux désormais me nourrir de toutes ces expériences vécues pour pouvoir déguster pleinement ces vins du bout du monde. Soon I'll get home.